Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de direct au cours de laquelle nous allons parler aujourd'hui de la victoire du 6 octobre 1973. Une date gravée en lettres d'or, comme on le dit, sans aucune exagération, dans la mémoire, le cœur et l'esprit de tous les Égyptiens. Une journée qui a montré la bravoure et l'unicité, mais aussi à quel point est exceptionnelle notre armée égyptienne. Nous saluons donc avec tous nos respects et toutes nos salutations les plus cordiales tous les soldats égyptiens qui ont participé avec bravoure à cette guerre qui n'a amené que la victoire, accompagnée de fierté de tous les Égyptiens. Et bien sûr, je salue mon père, que je salue chaque année, qui a été un ancien combattant de cette guerre du 6 octobre 1973, une journée qui, sans exagérer, vraiment rend les Égyptiens tous très fiers d'être Égyptiens et d'être protégés par une armée aussi exceptionnelle. Je rappelle aussi que le nom de l'Égypte est le nom du seul pays qui a été cité dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran. Ce pays unique, avec son peuple et son armée unique, sont gardés par le bon Dieu. Et Inch'Allah, comme nous le disons en égyptien, ils le seront pour toujours. On va donc commencer par le président Abdel Fattah al-Sisi qui a salué les martyrs de la guerre d'octobre de 1973 qui se sont sacrifiés en faveur de l'Égypte. Al-Sisi a salué également les membres des forces armées et de la police qui sont toujours en état d'alerte à travers tout le pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration dans son discours prononcé à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre. Et sur ses pages officielles, sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah al-Sisi a rendu hommage aux martyrs et aux héros des forces armées pour avoir laissé aux générations actuelles une patrie libre et souveraine qui n'accepte ni la soumission ni l'affront. El-Sisi a souligné que les hommes courageux des forces armées sont déterminés à sauvegarder les territoires égyptiens et le dialogue du peuple. Le chef de l'État a ajouté que le peuple égyptien est lié à son armée par une charte durable. Et la première dame d'Égypte, Madame Intisar al-Sisi, a affirmé que la victoire du 6 octobre 1973 restera toujours l'un des jours les plus glorieux de l'histoire égyptienne. L'épouse du président a écrit sur sa page Facebook que le 6 octobre n'était pas seulement une victoire militaire, mais il incarnait la solidarité du peuple égyptien avec ses forces armées en vue de récupérer la dignité et les territoires égyptiens et pour réaliser la paix. Madame Intisar al-Sisi a salué à cette occasion les héros de la guerre d'octobre qui ont sacrifié leur vie pour récupérer le Sinaï. Aussi, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui des messages de félicitations à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre 1973. Le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz a envoyé un message au chef de l'État dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux à la direction et au peuple égyptien, souhaitant toute prospérité et tout progrès à l'Égypte. Dans son message de félicitations, l'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, a déclaré que la victoire d'octobre avait configuré les fortes relations liant les deux pays. Le président Al-Sisi a également reçu un message de félicitations du sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq. Passons à présent à nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé à la nation à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre, au cours de laquelle il a félicité le peuple et les forces armées. Le président a salué les Égyptiens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour récupérer
une partie de la nation qui a été usurpée par l'ennemi. S'inspirant du modèle d'octobre, le chef de la République a dit que l'Égypte était capable de défendre ses droits et imposer aux autres le respect de sa souveraineté. Le président El-Sisi a noté que la force est un soutien incontestable à tout effort déployé pour sauvegarder les droits de chaque nation. Voyons ensemble ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation par un discours lu à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Il a félicité le peuple et les forces armées à cette occasion. Le président a salué les Égyptiens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour récupérer une partie de la nation qui a été usurpée par l'ennemi. S'inspirant du modèle d'octobre, le chef de la République a dit que l'Égypte est capable de défendre ses droits et d'imposer aux autres le respect de sa souveraineté. M. Sisi a noté que la force est un soutien incontestable à tout effort déployé pour sauvegarder les droits légitimes de chaque nation. Selon le président, le peuple égyptien a fait preuve d'une endurance spectaculaire et une capacité remarquable à surmonter les défis. Le président a prévenu que les menaces qu'encourt l'Égypte perdurent et qu'il faut coordonner tous les efforts afin de préserver sa sécurité. Le président a aussi réitéré son engagement à travailler sans lâche pour préserver la dignité de la nation tout en continuant la démarche du développement. Et Sisi a salué les forces armées et notamment les martyrs qui sacrifient pour l'intégrité de la nation. Et nous avons en ligne pour parler de cette victoire glorieuse, Dr Mohamed Nasr, qui est vice-président et membre du parti WAFT. Bonsoir docteur. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette journée du 6 octobre. Et ma question à vous poser ne va pas aller dans l'histoire et les détails de la guerre, puisque ça c'est partout, on peut le trouver partout, mais je vous dirais de nous parler, en tant que cardiologue aussi, de la nature du sang qui coule dans les veines des Égyptiens. Ce sang est cher et très spécial. Vous savez, en 73, j'avais 23 ans. J'avais un cousin qui avait 26 ans. Et mon cousin, là, il était officier dans les tanks, dans l'infanterie. Et en fait, il me disait, il a été blessé, et on lui a demandé de retourner au Caire. Il m'a dit non, je continue la guerre parce qu'il faut protéger ses siens. Il est mort. Et moi, je crois que ce cousin qui est mort en 73, j'avais 23 ans, il avait 26 ans, il est mort pour que moi et mes semblables vivent. C'est pas des paroles ou des polémiques, non mais c'est vrai. Lorsque moi je suis de la génération qui ont vécu la défaite de 67, et entre 67 et 73, on était très triste. En 73, tous les Égyptiens étaient derrière leur chef, et même les voleurs, ils ont arrêté de voler pendant la période de 73. Vous imaginez? C'est pour ça que je vous dis que c'était une période, je l'ai vue 2 fois. Je l'ai vue en 73 et je l'ai vue le 30 juin. Les gens tous les Égyptiens étaient d'une seule main pour un but et un seul but. En 73, c'était pour terminer la guerre et pouvoir avoir un avenir. Les jeunes qui entraient au service militaire, ils ne sortaient pas. Les gens qui voulaient du travail, qui voulaient faire du business, qui voulaient quoi, ils ne pouvaient rien faire. Entre les 2 guerres, il n'y avait rien à faire. Tout était bloqué. Et le 30 juin, les gens, ils voulaient se débarrasser des gens qui ont voulu changer l'identité de notre pays, l'identité laïque, l'identité simple et modérée de notre pays. Et c'est pour ça que je vous dis que 73, ceux qui sont morts en 73, ils sont morts pour que nous vivons. Mon cousin qui est mort, on était de très grands amis. Il est mort pour que moi je vive. Je me suis marié après, j'ai eu des enfants, mes enfants sont grands et tout. Et lui, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfants, il n'a pas eu de succession et tout. Il est mort à 26 ans. Ces gens-là, ils sont morts pour que nous vivons. Et c'est ça qu'il faut se retenir
de la leçon de la guerre. Mais il faut aussi retenir que toute force belligérante est une catastrophe pour le gagnant et le perdant. Le gagnant, il va avoir des morts. Le perdant, il va avoir des morts. Maintenant, tout conflit doit être résolu, comme fait le président actuel, avec la négociation et la négociation. Parce que toute force belligérante, dans toute force belligérante, il y a des morts, il y a des orphelins, il y a des veuves, etc. Voilà. Et ce qui est arrivé en 73, c'est vraiment un miracle. Sans la traversée du canal de Suez, on n'aurait pas pu négocier la paix. On aurait négocié une défaite. On se serait rendu. Tandis qu'avec la traversée du canal de Suez, on a pu négocier la paix. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. Regardez l'histoire. Si vous êtes en défaite et vous négociez, vous rendez. Tandis que si vous avez une victoire, même quoi qu'elle soit, une victoire, donc lorsque vous négociez la paix. Bon, docteur Mohamed Nasr, si on observe les discours des anciens présidents de l'Égypte et le discours du président actuel, nous allons retrouver beaucoup de ressemblances. Peut-être parce qu'ils sont tous issus de l'armée égyptienne, qui est prête à se sacrifier tout entière et à refaire une et deux et trois fois la guerre pour protéger chaque brin de sable égyptien. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur notre armée? Écoutez, notre armée, comme je vous ai dit, c'est l'armée auquel appartenait mon cousin qui a sacrifié sa vie pour que je vis. Ça, c'est sur le plan familial, mais sur le plan national, c'est la même chose. C'est une armée qui est prête à se sacrifier. Regardez, moi, lorsque je vois des jeunes mourir, moi qui suis un père et un grand-père, je vois des jeunes mourir pour protéger leur patrie, ça me touche. Ce sont des jeunes qui se sont sacrifiés pour nous. Je me dis, nous les vieux, on serait partis mieux qu'eux, mais c'est comme ça, c'est eux, la jeunesse qui nous protège, c'est eux qui nous protègent, c'est la jeunesse qui nous protège. Et j'espère que nous n'aurons plus jamais de perte de vie comme ça, et que nous n'aurons jamais de victimes. Vous savez, maintenant, vous parliez que depuis ce matin, là, je suis en train d'opérer pour réparer un petit trou comme ça dans le cœur, et j'imagine pas qu'on peut perforer le cœur en une seconde. Vous voyez, moi, dans ma conception, je protège la vie. Je protège la vie. Mais si on protège la vie, il faut quand même protéger la vie avec dignité, sans se rendre, sans être humilié. C'est pour ça que l'armée doit assurer notre dignité pour pouvoir négocier la paix. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut la négociation, rien ne vaut le pouvoir de faire vivre les gens. Bon, je vous pose la question, docteur Mohamed Nasr, puisque vous êtes cardiologue, et on ne peut pas négliger le rôle joué par les médecins et les infirmières durant la guerre de 73. Donc parlez-nous aussi du rôle qu'ils ont joué. Écoutez, le rôle des médecins en temps de guerre, c'est primordial. Vous savez, surtout que les blessures sont toujours, on fait toujours appel aux chirurgiens, aux orthopédistes, aux chirurgiens et à nous, les chirurgiens thoraciques, qui sont des chirurgiens cardio-thoraciques. Tous les plaies du cœur, tous les plaies du cœur, les plaies des poumons, tout ce qui est dans le thorax. Écoutez, c'est toute une armée et tout un système. Et comment choisir parmi les blessés, comment choisir Docteur Mohamed Nasr, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on va poursuivre avec nos reportages. 47 ans se sont écoulés depuis la victoire de la glorieuse victoire d'octobre tracée en lettres d'or.
cette guerre qui a dévoilé la vraie grandeur des forces armées égyptiennes. Celles-ci ont pu récupérer le territoire, réaliser un vrai miracle et établir un équilibre stratégique dans la région du Moyen-Orient. Cette victoire a permis de répondre aux mensonges des médias occidentaux et israéliens sur la légende irréelle de l'armée israélienne. Tsahal, qui se disait invincible, s'est avéré être une irréalité. Un reportage de Shams Nami. La victoire du 6 octobre 1973 a prié la voie à la paix, car l'ennemi a appris que l'armée égyptienne ne peut pas accepter la défaite et qu'elle va toujours s'imposer. L'unique chose à faire était de se retirer du Sinaï. Au cours des années, l'armée égyptienne a prouvé son invincibilité. Elle a tracé avec minutie la scène de la traversée du canal de Suez, tout en surmontant la ligne Bar-Liev et en vainquant l'arrogance de l'ennemi israélien. En ce jour, l'armée égyptienne a tracé une épopée qui lui a valu l'appui inconditionnel des pays arabes. Tous les héros et les martyrs qui ont sacrifié leur vie ont permis de maintenir la dignité et la grandeur de l'Égypte. Les forces israéliennes se croyaient à l'abri de la prouesse et de la bravoure des soldats en bâtissant la fameuse ligne Bar-Liev. Il s'agit d'un gigantesque rempart en sable dont la hauteur atteint 20 mètres. Bar-Liev était réputé comme étant indestructible. Les forces de l'ennemi y ont établi des postes de contrôle. Il fallait une stratégie globale en vue de surmonter ces obstacles et en vue de réaliser la victoire. Au moment de la victoire, les forces de l'artillerie ont occupé leur poste afin de remplir leur mission, protéger les forces armées durant les traversées et bombarder les postes de contrôle israéliens sur la ligne de Bar-Liev. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle s'est écoulé et les Égyptiens continuent à se rappeler avec beaucoup de joie et fierté le 6 octobre. Comme on vient de le voir, une symphonie de victoire, de détermination et aussi, bien entendu, de fierté et de résistance. On va poursuivre avec nos reportages. Gloire, victoire, mythique et grandeur sont les clés de l'épopée de la victoire de l'Égypte. Le 6 octobre 1973, jour de retrait et de débandade des forces israéliennes, a été marqué en lettres d'or dans le registre de l'histoire. C'est un jour glorieux dans l'histoire éternelle de l'Égypte, jour où nous avons libéré notre territoire sacré, jour où nous avons récupéré notre cher Sinaï par les efforts, la lutte et les sacrifices de nos soldats. Un commentaire. La victoire égyptienne du 6 octobre 1973 s'inscrit dans la liste des grandes batailles qu'a menées l'Égypte pour défendre son intégrité territoriale. L'Égypte œuvre à trouver une solution politique à tous les problèmes du Proche-Orient et en Afrique, et ceci en s'assurant que le développement économique et social sont en cours. Et ceci en sorte que chaque pays vive dans des frontières sûres et reconnues par tout le monde. Cette victoire a permis à l'Égypte d'obtenir une grande importance sur l'échelon politique et diplomatique. La guerre de la libération a abouti à un changement dans les stratégies militaires dans le monde en entier. Cette guerre a abouti à rétablir aussi la confiance dans le soldat égyptien et arabe, ainsi que l'établissement d'une unité arabe globale. Cette victoire a également frayé la voie devant la signature de l'accord de Camp David en septembre 1978, suite à la visite historique du président Feu el-Sadet à Jérusalem en novembre 1977. Les négociations politiques ont été la deuxième étape après la libération des territoires occupés. Les combats se sont arrêtés le 28 octobre 1973 après l'arrivée des forces internationales d'urgence au Sinaï. Après son retour à la souveraineté égyptienne, le Sinaï est devenu un important modèle à suivre dans la victoire. La ville de Sharm el-Sheikh a remporté le prix de l'UNESCO de la ville de paix en 2000 et 2001, comme elle a occupé la première place en tant que meilleur site touristique parmi les villes de la mer Rouge. Et toujours pour parler de cette victoire de l'Égypte, nous avons en ligne Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, bien entendu, cette victoire pour l'Égypte est une victoire incontestable. Et malgré cela, nous pouvons trouver dans quelques journaux occidentaux ou dans quelques bibliothèques à l'étranger, surtout en Europe, des documents qui minimisent un petit peu la taille de cette victoire, surtout pour l'Égypte.
Oui, Comment est-ce que vous interprétez cela? Alors c'est vrai que oui, tout le temps on trouve des documents qui minimisent cette victoire. D'ailleurs, dans certaines sources, on parle que l'Égypte, on ne dit pas qu'elle a été vaincue ni défaite, mais on parle du fait que c'est pas vraiment une vraie victoire pour l'Égypte. Et on le dit tout le temps, mais réellement, en fait, il faut savoir que à l'époque moderne, et l'époque moderne, je ne parle pas du XXIe siècle, mais à partir même de la deuxième partie du XXe siècle, et même avant, il y a toujours eu cette attitude. Quand je veux vraiment attaquer l'autre, je recours à une campagne médiatique. Et la campagne médiatique doit être systématisée et elle n'est pas toujours sous forme de programmes ou d'articles diffusés, que ce soit dans les médias audiovisuels ou dans la presse, mais aussi parfois de livres pour convaincre l'autre qu'il n'a pas une grande taille. Mais loin de toute cette propagande qui n'est pas vraiment réelle, il faut tout simplement mesurer les faits. Mesurer les faits d'après même ce qui était dit avant la guerre par la presse occidentale et puis après les conséquences de la guerre. Si on reprend les faits, quand le président Sadat a pris en main le pouvoir, il a essayé de relancer le dossier de l'occupation du Sinaï par les forces israéliennes en 1967, en demandant au secrétaire d'État américain Kissinger que l'Amérique ou que les États-Unis parrainent des négociations de paix. C'était bien sûr avant 6 octobre 1973. Et à l'époque, le secrétaire d'État américain Kissinger avait bien répondu au président Sadat que c'est un dossier froid et que c'est fini, l'Égypte a été vaincue et qu'elle doit le reconnaître. Et donc, à partir de ce moment-là, le président Sadat a décidé. Il a pris une décision très importante, c'est que non seulement la guerre avait déjà été préparée par son prédécesseur, il a continué les plans et les préparations, ayant recours bien sûr à toutes les personnes qui étaient autour de lui, tous les leaders et dirigeants de l'armée, mais aussi il a pris la décision de changer de statut, de qualification. Ça ne devait plus être un dossier froid, ça devait être un dossier chaud. Ça, c'est un élément très important. Et après, si on regarde bien ce qui s'est passé après la guerre de 1913, c'est plus un dossier froid. On a négocié avec l'Égypte. L'Égypte n'est pas un pays guerrier qui cherche à faire couler le sang. L'Égypte a toujours été un pays pacifique, mais qui insiste à défendre ses terres, sa souveraineté, son indépendance et ses droits et ses intérêts. C'est ordinaire. Donc on a fait la guerre non pas pour faire couler du sang, non pas pour détruire l'ennemi sioniste, mais plutôt pour ancrer une situation et pour négocier nos droits. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu jusque le dernier grain de sable égyptien. Donc là, vraiment, quand on dit que c'est pas une victoire, dites-moi quel pays qui a été occupé par les forces israéliennes depuis 1948 jusqu'à nos jours, sans guerre, a pu restituer tous ces terres. Aucun autre pays à part l'Égypte. Et puis, revenons vers un élément très important. Si on revient même à ce qui a été publié par la presse occidentale avant la guerre de 1973, on parlait de la ligne Bar-Lev comme étant une ligne infranchissable, comme étant une ligne intangible. On disait que pour la détruire, il fallait bien avoir une arme nucléaire ou un outil nucléaire, et il y avait une sorte je dirais une moquerie assez intelligente, faite de manière bien sûr journalistique et professionnelle, sans que ce soit vraiment de la moquerie, mais c'est une moquerie, où on parlait de l'Égypte qui était un pays moins riche qu'Israël, qui ne disposait pas d'armes modernes, qui ne disposait pas de technologie, et par conséquent qui était incapable de gagner la guerre et qui était incapable d'être à la taille de cet ennemi-là qui était sur ses frontières et qui la menaçait tout le temps. C'était ça la propagande dans la presse occidentale et même israélienne avant la guerre de 1973. Et puis, le 6 octobre 1973, les Égyptiens n'ont pas seulement changé, je dirais, le poids des forces dans le monde et surtout dans la région du Moyen-Orient, mais ils l'ont fait d'une manière très courageuse, très simple, d'après leurs propres ressources, qui n'ont que des ressources limitées, donc ils l'ont fait avec l'eau et quelque chose aussi qui va avec leur nature très pacifique. Ils n'ont pas eu recours à des bombes, ni atomiques, ni autres, mais avec l'eau.
L'eau est bien sûr l'eau qui a pu permettre de déstabiliser la ligne Bar-Lev, mais pas aussi seulement déstabiliser la ligne Bar-Lev. Déstabiliser la ligne Bar-Lev, déstabiliser l'État d'Israël, déstabiliser des préjugés, des clichés, déstabiliser des mensonges, déstabiliser des légendes et des illusions qui avaient été construites par Israël et l'Occident durant cette période-là pour créer une sorte de force de façade qui n'est pas réelle. L'Égypte, en détruisant par l'eau la ligne Bar-Lev, a montré que tout mensonge peut être facilement détruit, tout en pensant, même si on a des moyens très simples. Et je vous dis que même si on a eu recours à l'eau, l'eau n'était pas assez suffisante parce que mais parce que en fait ces soldats qui ont, je dirais, franchi, d'abord grimpé et franchi la ligne Bar-Lev, quand on les voit avec des caméras très simples de l'époque, on voit à quel point c'était dur de monter tout ça avec des armes sur le corps, mais c'était vraiment une volonté inébranlable, une volonté qui est due au fait qu'il y a une croyance de faire en ce que c'est notre territoire, c'est notre pays, on l'a toujours défendu. Dans toute l'histoire de l'Égypte, on a toujours défendu notre terre et on a toujours été vraiment fort face à nos ennemis. Donc ces deux éléments, ces deux faits-là sont assez, je dirais, éminents pour dire non, l'Égypte a gagné la guerre. L'Égypte a pu... Et puis, quel est l'objectif de cette guerre? Il y a une question qu'il faut se poser. Quel était l'objectif de cette guerre? Est-ce que c'était de faire couler du sang? Les Égyptiens ne sont pas un peuple agressif ni violent tout au long de l'histoire, ils n'ont jamais été. L'objectif de cette guerre, comme l'avait dit Nasser, comme l'avait dit Sadat, comme l'avait dit Moubarak, comme l'avaient dit tous les présidents d'Égypte, comme même l'a dit le président Sisi, aujourd'hui dans son discours, et même avant dans un autre discours quand il était au désert occidental ici en Égypte, il a dit que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un peuple de guerriers pour agresser nos voisins ni agresser les autres. Nous sommes un peuple de guerriers qui ont toujours un seul objectif, garder leur terre souveraine, indépendante et intacte. Et c'était ça l'objectif de la guerre et nous l'avons réalisé. Donc dire que l'Égypte n'a pas réalisé une victoire, ça c'est vraiment quelque chose qui ne va pas se faire avec la logique. Bon, et parlant des poids, des forces, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on doit avouer aujourd'hui que notre armée est l'une des armées les plus importantes dans le monde aujourd'hui. Oui, ça c'est très important de le reconnaître, parce que, mais en fait, elle n'était pas seulement importante grâce à cette guerre, elle a toujours été importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée égyptienne, elle a un caractère très spécial. Si on relit l'histoire d'Égypte depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, l'armée égyptienne n'est pas une armée qui a agressé des voisins ou d'autres peuples. Et par conséquent, dans l'esprit des Égyptiens, citoyens égyptiens, même avant l'étranger, c'est une armée qui est là pour défendre leurs droits. Et je veux bien souligner cette phrase, défendre leurs droits, défendre leur terre. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est pas une armée qui a des objectifs de je dirais, porter préjudice à autrui, mais c'est une armée qui a un seul objectif. C'est toujours un objectif noble, défendre l'honneur et la dignité et la souveraineté d'une patrie. Et quand une armée a cette valeur aux yeux de son peuple, avant même aux yeux des peuples du monde, elle acquiert, je dirais, une place importante vraiment au sein de la société, au sein du pays, et tout ça vraiment contribue énormément au sein même des livres saints. L'armée égyptienne a été citée comme l'une des meilleures armées dans les livres saints. Docteur Nesrine Chokri, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et je terminerai par présenter nos salutations les plus respectueuses à notre chère armée égyptienne, à nos soldats, à nos officiers, à nos colonels et à nos généraux. Et je dirais, comme le président Anwar el-Sadat l'a dit, grâce à cette armée, nous avons aujourd'hui les têtes aussi hautes que notre drapeau. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau colloque.